Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des personnages de la série Les Enquêtes du commissaire Le Foll, par Bristol Bazar, disponible sur lulu.com. Les extraits que vous allez entendre sont tirés du 2e épisode, La stratégie de l'orchidée, du 3e épisode, La pierre au jaguar, et d'une nouvelle, Mélodie pour un faussaire. Ils mettent en scène José, Valdo, Quentin, et Marcel. Ces 4 personnages apparaissent dès le premier épisode, dans l'affaire du Lotus Bleu. Membre du gang des faussaires, et, pour Marcel, du clan des antiquaires, les 4 compères ont donné pas mal de fil à retordre à la brigade du 36, quai des Orfèvres. Leur reconversion en commerçants honnêtes ne va pas sans quelques incartades. Autant d'occasions, pour le commissaire Le Foll, de resserrer les liens. Valdo, dans Mélodie pour un faussaire. Le commissaire s'arrêta devant l'enseigne de Geppetto. Avant de jouer les caves à vin de bourgeois, le débit de boisson avait été un honnête bistrot de quartier, lettres peintes en beige soignées, apéritifs sur la vitre de droite, liqueurs sur celle de gauche. Soignés aussi, 3 rangs de rectangles à 2 couverts, plus 2 tables rondes, 5-6 convives aux angles. Le tout destiné à de petits gabarits capables de reposer le verre à pied, avec précision, sans dépasser la location des 4 centimètres au carré et par napperon. L'heure de l'apéritif était encore un peu lointaine pour ce quartier festif. Pas un chat dans la casbah. Au bout de la rue, un clocher pointu, 4 pans de tuiles sur une tour carrée, travaillée au ciseau, à pierre. Paris peut ressembler à une tranquille miniature de village quand tout va bien. L'homme au pinceau, le spécialiste du Velasquez, en 48 heures, chrono, n'avait plus rien du malfrat tâchant de faire bonne figure devant la justice dans un costume neuf. Comme souvent, pour ceux qui choisissent la carrière de bandit, sa jeunesse n'avait pas pris le temps de s'attarder, mais l'aisance, la sérénité de celui qu'on n'appelait plus que Monsieur Valdo le frappèrent. Ils descendirent l'étroit escalier caché derrière le bar, saluant sobrement l'aubergiste en passant, et s'installèrent dans un coin tranquille. Ils n'étaient pas plus voyous ni commissaires de police l'un que l'autre, simplement 2 hommes avertis présentement, occupés à soupeser sans précipitation leurs atouts respectifs. La conversation démarra doucement, dans le registre urbain, avant que le faussaire ne plaque un forte sur un clavier parfaitement accordé. Après les politesses, le cœur cru du sujet. Pour désigner les chefs du Lotus Bleu, le peintre usait d'un terme générique qui englobait aussi, Nesle Le Foll ne tarda pas à s'en rendre compte, les concurrents directs de l'organisation. N'allez pas imaginer qu'ils vont se contenter de s'entretuer gentiment. Ils ne font jamais dans le détail quand ils se sentent menacés. Gros dégâts en perspective, c'est fatal. À ce stade, le peintre avait avancé pas mal d'arguments des plus persuasifs, dont il attendait, en bonne logique, des retombées favorables. Le commissaire l'avait laissé plastronner pour qu'il s'avance jusqu'en milieu de terrain. Maintenant, après avoir tracé la portée, il commençait à poser les notes de son tango à 2 voix, comme un gros chat concentré, caché derrière son arbre, en train de ramasser ses arrières, avant le bond fatal. L'exercice lui était devenu, au fil de la pratique, tout à fait familier. Valdo sourit avec assurance. Tout clairvoyant que vous êtes, je vous mets au défi de retrouver votre chemin dans le dédale oriental. Les points de livraison changent toutes les semaines. Leur réseau de marchandises serpente comme une couleuvre dans les feuilles sèches, sans bruit. Vous aurez beau caler vos meilleurs agents là-dessus, ils n'y verront que du feu. Et à ce propos, puisque nous abordons le sujet, moi, à votre place, je rappellerai le dadais qui va aux fraises à la maison. Il est déjà à la repère, on sait même son nom. Lumignon. Le faussaire se rapprocha un peu, posa ses avant-bras sur la table, non sans jouer un peu des biceps au passage.
Ce que je propose, moi, c'est autre chose. Des noms, des adresses, et surtout un emploi du temps un peu plus sérieux que vos planques minables dans les poubelles. Le commissaire fit mine de prendre le temps de la réflexion. En réalité, il était impressionné. Il leur damait le pion en plus, ce bandit. Entre filouterie pure et haute politique, le programme, bien pensé, bien charpenté, offrait, pourquoi ne pas l'admettre, les arguments les plus convaincants. Marcel, dans La pierre au jaguar. Marcel avait d'abord été un homme sans tourment dans sa jeunesse. Il aimait le bois, les meubles de style et les vieilles baraques. Il n'avait pas encore le permis de conduire quand, à bord d'un véhicule d'occasion qui tremblait de toutes ses tôles, il allait poser, en bordure de marchés de banlieue et de province, les vieilleries qu'il avait chinées à droite et à gauche. Ses précoces activités professionnelles lui valurent rapidement des tas d'amis et à peu près autant d'ennemis. Parti de rien, quelques dizaines de lampes de chevet, de tables de nuit joliment tournées, livrées avec leur pot de chambre, il se retrouvait 2 ans plus tard, locataire d'un pas de porte, rue du Faubourg Saint-Antoine. Des liasses de billets circulaient de la main à la main, certains d'entre eux n'ayant jamais connu le nécessaire passage par la Banque de France. Sans penser à mal, le brocanteur, débutant, se pliait simplement à ce qu'il supposait être les mœurs de sa profession. Il potassait ses bouquins, une fois le rideau de la boutique tiré, et passait chaque jour devant les prestigieuses vitrines des antiquaires patentés, qu'il regardait aller et venir dans une mise impeccable aux ventes de la salle Drouot. Ce qui ne se trouvait pas dans les livres, Marcel l'apprenait par la pratique, construisant jour après jour un réseau de collectionneurs, une nébuleuse internationale avec du goût et des moyens, pas tous licites. Ces mauvaises fréquentations, bonnes pour le commerce, l'étaient moins pour la réputation. 25 ans plus tard, pour éviter les tentations et préparer une fin de carrière paisible, Marcel choisissait l'exil et transportait sa caverne d'Ali Baba rue du Château, c'est-à-dire dans le microcosme de l'antiquité parisienne, la Sibérie, où peu s'en faut. Ce matin-là, après ses ablutions, il descendit directement à la boutique. Encore 3 heures avant l'ouverture, pas une minute ne serait de trop. Il alluma une lampe, déverrouilla un tiroir, en sortit une bourse de velours dont il défit les nœuds. Il tira sur le bras en accordéon d'une grosse loupe fixée à la table, répandit le contenu du sac sur le sous-main et se plongea dans la contemplation de la plus grosse pierre. Il la retourna sous toutes ses faces, examina chaque strie, s'arrêta sur des fractures et autres microscopiques témoignages de l'existence du temps et de l'espace. La variété de la matière lui jouait des tours, l'entraînait dans le vertige de ses accidents marginaux, des reliefs trompeurs surélevés par des couleurs claires, qui paraissent affleurées à la surface, alors qu'elles se trouvent au contraire enfouies dans les profondeurs. Le tout pouvait virer au translucide, à condition de savoir s'y prendre. Marcel avait contemplé beaucoup de cailloux dans sa vie. Aucun comme celui-ci. Pour un joyau pareil, il allait avoir besoin de Quentin. Il rangea les pierres, remonta au premier étage et s'habilla. Matinée calme, quelques retraités, des habitués qu'il voyait une fois par semaine, qui donnaient des nouvelles du quartier et lui permirent de se changer les idées alors que le coup de fil matinal continuait de le tourmenter. Ses fidèles achetaient des riens, un millefiori, un serre-livre. Certains d'entre eux faisaient même du troc. Ils arrivaient avec une lampe rococo, un presse-papier ou un porte-parapluie et repartaient en possession de quelques nouveautés. Des amateurs d'antiquailles, des clients qu'ils soignaient particulièrement. Leurs allées et venues attiraient du monde. Ces pionniers curieux de tout, lui, avaient permis de passer le cap de la première année dans ce quartier, très peu porteur.
La clochette tinta encore. La porte s'ouvrit sur 1,75 m de flic, un peu voûté aux épaules, avec casquette, vêtu d'un costume de velours côtelé brun, et d'un curieux gilet gris crocheté au coton, fermé par 3 gros boutons plats. Le commissaire lui fit signe de loin. José, dans La stratégie de l'orchidée. Puisque je vous dis que c'est pas moi, je ne l'ai jamais vu, votre accessoire de grand guignol, je n'ai pas remis les pieds au jardin depuis l'affaire du lotus. José, dit le borgne, avait repris du poil de la bête, à une vitesse surprenante. Le changement était même si spectaculaire que je me demandais fugitivement si l'homme brisé, interrogé lors de sa garde à vue, ne m'avait pas joué la comédie. La chemise à carreaux impeccablement tendue sur les biscottos n'avait pas eu besoin de repassage. Le teint était frais, le cheveu bien nourri, l'œil, alerte et plein d'expression, faisait oublier comme par magie son jumeau à paupières closes. On passait devant le rideau, tiré sans s'y arrêter, comme devant un incident temporaire, genre orgelé. José surprit mon regard, mais se méprit sur mon appréciation. Je sais ce que vous pensez, commissaire. Avant, j'avais un œil à Paris, l'autre à Pontoise. Ce n'était pas mieux. Il s'employa ensuite à dissiper au plus vite la bonne impression qu'il faisait, commençant à déblatérer comme un chameau, sur nos vilaines manières, au quai des Orfèvres. On en prenait pour son grade, chacun dans sa catégorie, avec des gentillesses sur le niveau de formation et la vivacité d'esprit. En plus, il a failli me coller un marron, votre inspecteur. Qui? L'Étac. Non, l'autre. L'armoire normande. Je dirais plus dans le genre auvergnat. Un impulsif. Enfin, il s'est retenu. Mais je vous préviens, s'il recommence, je porte plainte. On n'a pas droit de taper sur un infirme.